Londres s'éveilla sombre et lugubre en ce matin du 17 avril 1851. Des nuages gris suspendus bas sur la ville, tels des présages de chagrin, reflétant parfaitement la lourdeur qui pesait sur le cœur de Lady Eleanor Blackwood, alors qu'elle était assise, immobile, à sa coiffeuse, tandis que sa femme de chambre, Margaret, arrangeait ses cheveux châtains de ses mains expertes. La modeste maison de ville sur Berkeley Square, autrefois la fierté de la famille Blackwood avant que la ruine financière ne les ait contraints à louer la plupart de leurs propriétés, lui semblait particulièrement confinée en ce jour de tous les jours. Margaret fit gentiment remarquer que Milady n'avait à peine touché à son petit déjeuner. L'inquiétude évidente dans sa voix, alors qu'elle fixait une autre épingle dans l'élégante coiffure qu'elle créait, mais Éléonore ne put que lui adresser un pâle sourire en réponse, ses yeux gris rencontrant son reflet avec résignation. À 26 ans, Lady Eleanor était considérée comme définitivement mise au rebut par la société londonienne, ses perspectives diminuées non seulement par son âge, mais aussi par le scandale des dettes de jeu de son père 3 saisons auparavant. Rien de tout cela n'aurait importé à Éléonore, si son cœur n'avait pas appartenu entièrement et complètement au seul homme qu'elle ne pourrait jamais avoir, l'homme même au mariage duquel elle se préparait maintenant à assister avec la dignité composée attendue de son rang. Le duc James Westmoreland avait été son ami le plus cher depuis l'enfance. Leurs domaines étant voisins dans le Hampshire, et elle l'avait vu passer d'un garçon espiègle au père le plus respecté du royaume, toujours à ses côtés dans le triomphe et l'épreuve, toujours la confidente mais jamais l'aimée. La robe de matinée de couleur crème étalée sur son lit semblait se moquer d'elle avec sa bienséance soignée. Choisie spécifiquement pour l'aider à se fondre dans le décor de la cathédrale Saint-Georges, où James prêterait allégeance à vie à Lady Sophia Pembroke, âgée de 19 ans, fille du comte de Harrington et détentrice à la fois d'une beauté sans défaut et d'une immense dot. Eleanor avait enduré l'annonce des fiançailles au bal de Lady Winchester 2 mois plus tôt avec un sourire figé qui avait trompé tout le monde sauf Margaret, qui l'avait tenue dans ses bras cette nuit-là, au milieu des larmes qui avaient suivi. Maintenant, alors que Margaret fermait le dernier bouton de sa robe et arrangeait un modeste chapeau sur ses cheveux soigneusement coiffés, Éléonore rassembla son armure émotionnelle autour d'elle, comme le léger châle qu'elle drapait sur ses épaules, se préparant à assister à la cérémonie qui éteindrait enfin la flamme d'espoir qu'elle avait nourrie en secret pendant plus d'une décennie. Un lointain grondement de tonnerre résonna à travers la fenêtre, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à moucheter la vitre, la nature elle-même semblant comprendre que ce jour n'apporterait aucune joie à Eleanor Blackwood. Seulement l'aboutissement d'années de désirs silencieux et la preuve finale que le devoir triompherait toujours des désirs du cœur dans leur monde. L'orage qui approchait promettait de tremper les invités du mariage lors de leur trajet vers la cathédrale. Mais Éléonore savait qu'aucune pluie ne pourrait égaler le torrent de larmes qu'elle devrait réprimer lorsque l'homme qu'elle aimait se lierait pour toujours à une autre. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. Les souvenirs submergèrent Éléonore alors que son carrosse roulait vers la cathédrale, des images vives des étés du Hampshire où elle et James couraient follement à travers les prairies séparant Westmoreland Hall de Blackwood Manor. Comme ces jours avaient été innocents, lorsque l'héritier d'un duché et la fille d'un vicomte respecté pouvaient être simplement des enfants ensemble, grimpant au pommier, faisant la course à poney à travers les champs couverts de rosée et créant des royaumes imaginaires élaborés dans les bois anciens qui appartenaient aux 2 domaines. Elle se souvint avec une clarté douloureuse du changement progressif dans son cœur, l'été de sa 16e année,
lorsque James revint de son premier trimestre à Oxford, n'étant plus le garçon dégingandé qui tirait ses tresses, mais un jeune homme à la présence imposante et à l'intelligence réfléchie. Ils passaient encore chaque moment disponible ensemble pendant les vacances, mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux, chargé d'une conscience tacite que l'âge adulte approchait avec toutes ses attentes et ses limites. C'est au cours de ces après-midi dorés, à lire de la poésie sous le grand chêne près du ruisseau qui marquait la frontière entre leurs terres, qu'Eleanor avait pour la première fois reconnu le battement dans sa poitrine chaque fois que James lui souriait comme de l'amour, et non une simple amitié. Au cours des années qui suivirent, alors qu'Eleanor faisait ses débuts dans la société londonienne et que James assumait des responsabilités de plus en plus lourdes suite à la santé déclinante de son père, le 6e duc, leur lien ne fit que s'approfondir. James s'échappait souvent dans la solitude de sa compagnie lorsque le poids de sa position devenait trop lourd, confiant que seule Eleanor le voyait vraiment, non seulement le titre qu'il portait ou la fortune qu'il commandait, mais l'homme en dessous avec tous ses doutes et ses rêves. Elle avait chéri ses confidences, stockant chaque moment partagé comme des joyaux précieux dans le coffre de sa mémoire, n'osant jamais parler de ses propres sentiments, comprenant déjà à l'époque l'impossibilité de leur situation. La société attendait du duc de Westmoreland qu'il se marie stratégiquement, assurant des alliances avec la richesse et des lignées impeccables, et non qu'il suive son cœur jusqu'à la fille d'un domaine voisin, aussi profond que soit leur lien. Et puis, il y a 3 saisons, le désastre avait frappé lorsque Lord Blackwood, le père d'Eleanor, avait perdu la fortune familiale aux tables de jeu, nécessitant la vente de leur manoir bien-aimé et une retraite précipitée dans la modeste maison de ville de Londres qui leur restait. Le scandale avait effectivement retiré Eleanor du marché du mariage, non pas qu'elle ait jamais encouragé de prétendants, son cœur appartenant irrévocablement à James. Maintenant, à 26 ans, elle était considérée comme définitivement mise au rebut, ses perspectives diminuées à la fois par les circonstances et le passage inexorable du temps. James, quant à lui, avait accédé au duché à la mort de son père l'hiver dernier, les responsabilités de sa position décuplées, y compris l'attente qu'il assure bientôt la succession par un mariage avantageux. Lady Sophia Pembroke, avec sa jeunesse, sa beauté et sa dot substantielle, représentait tout ce que la société exigeait d'une duchesse, tandis qu'Eleanor, malgré la profondeur de leurs liens, représentait tout ce qu'elle rejetterait. Les contraintes de leur monde s'étaient avérées plus fortes que les liens de leur cœur. Une vérité amère qu'Eleanor avait été forcée d'accepter lorsque James avait annoncé ses fiançailles 2 mois plus tôt. Le carrosse des Blackwood se balançait doucement sur les pavés de Londres alors que la pluie s'intensifiait, forçant les élégants invités du mariage à se hâter sous des parapluies vers la grande cathédrale de Westmoreland, dont les flèches gothiques s'élevaient impérieusement contre le ciel qui s'assombrissait. Lady Eleanor était assise en face de sa mère. La jadis grande Lady Blackwood, maintenant réduite à porter des atours démodés soigneusement entretenus pour préserver l'illusion de la prospérité, son visage ridé une étude de dignité étudiée malgré leurs circonstances diminuées. La comtesse se pencha en avant, ajustant une mèche de cheveux rebelles qui s'était échappée de sous le chapeau d'Eleanor, rappelant à sa fille à voix basse que le tout Londres la surveillerait de près aujourd'hui, scrutant la façon dont elle supporterait cette épreuve particulière, et que par-dessus tout, elle devait se souvenir de sa dignité. Eleanor hocha la tête docilement, bien qu'intérieurement elle se demanda comment on maintenait sa dignité en regardant son propre cœur se briser en 1000 morceaux irrécupérables. La pluie qui s'abattait contre les vitres du carrosse semblait se moquer de son calme, chaque gouttelette un rappel des larmes qu'elle refusait de verser. Ses pensées dérivèrent malgré elle vers cette terrible soirée au bal de Lady Winchester, où James avait annoncé ses fiançailles, le moment figé parfaitement dans sa mémoire comme un insecte piégé dans l'ombre. Il s'était tenu, grand et beau dans sa tenue de cérémonie,
faisant l'annonce avec le parfait calme aristocratique attendu de son rang, tandis que Sophia avait souri triomphalement à ses côtés, ses 19 ans et sa beauté sans défaut contrastant vivement avec la présence plus mature d'Eleanor. Eleanor avait maintenu son sourire composé tout au long des félicitations, des toasts, du défilé sans fin de sympathisants, réussissant même à offrir ses propres félicitations au couple heureux sans trahir la dévastation qui faisait rage dans sa poitrine. James l'avait regardée avec une expression insondable lorsqu'elle s'était approchée, quelque chose comme du regret vacillant brièvement dans ses yeux bleus avant d'être submergé par le masque de sérénité ducale qu'il avait perfectionné depuis qu'il portait le titre. Plus tard, elle avait entendu deux matrones discuter de la façon dont le nouveau duc avait finalement fait son devoir, en choisissant une épouse qui apporterait à la fois la beauté et la fortune à l'ancienne lignée des Westmoreland, assurant la succession avec une jeune femme susceptible de fournir de multiples héritiers. Eleanor comprit avec une clarté douloureuse que James, comme elle, avait été élevé pour placer le devoir avant l'inclination personnelle, pour sacrifier le bonheur individuel pour le plus grand bien de l'héritage familial et des attentes de la société. Le carrosse ralentit à l'approche de la cathédrale, où une file de carrosses noirs déversait déjà des membres des plus hauts échelons de la société, réunis pour assister à l'union de deux grandes maisons. À travers la vitre striée de pluie, Eleanor aperçut l'intérieur de la cathédrale, embrasé par des centaines de bougies qui ne parvenaient cependant pas à dissiper la morosité croissante de l'orage extérieur. Sa mère lui serra brièvement la main gantée, peut-être la seule reconnaissance qu'elle ferait jamais de la douleur de sa fille, avant d'arranger ses traits dans le masque serein de la bienséance sociale, qui était devenu pour elle une seconde nature. Alors qu'un laquais ouvrait la portière de leur carrosse, Eleanor se prépara pour la performance à venir, rassemblant les fragments de son cœur brisé derrière une façade de calme parfait, tout comme James l'avait sans aucun doute fait en choisissant le devoir plutôt que ce qui aurait pu être. La cathédrale de Westmoreland était resplendissante malgré la morosité extérieure, ses plafonds voûtés s'élevant vers le ciel au-dessus de centaines de têtes aristocratiques, les anciens murs de pierre transformés par des milliers de roses blanches et de cierges allumés qui jetaient une lueur dorée sur la pairie d'Angleterre assemblée. Des lustres en cristal suspendus à des chaînes ornées illuminaient la nef où des laquais en livrée de Westmoreland guidaient les invités à leur place désignée, l'air lourd de parfums coûteux, de cire d'abeilles et du subtil bruissement de la soie des dames, ajustant leurs parures. Eleanor suivit sa mère jusqu'à leur siège, positionné respectablement près du milieu de la cathédrale, pas assez près pour suggérer un lien intime avec la noce, mais pas si loin en arrière pour impliquer une insignifiance sociale, un placement soigneux qui en disait long sur leur position précaire dans la société. De ce point de vue, Eleanor avait une vue claire de l'autel où James se tenait en contemplation silencieuse, resplendissante dans sa tenue de cérémonie, le manteau bleu foncé soulignant la largeur de ses épaules, ses cheveux dorés brillant à la lueur des bougies. Même à distance, elle pouvait discerner la tension dans sa posture, la légère rigidité de son profil aristocratique alors qu'il conversait brièvement avec son témoin, le marquis de Halford. Eleanor se demanda si quelqu'un d'autre remarquait ce subtil malaise, ou si sa connaissance intime de ses expressions, acquise au fil des années d'amitié, lui donnait un aperçu unique de son état d'esprit. Elle composa ses traits en un masque serein, hochant gracieusement la tête aux connaissances qui la regardaient, feignant de ne pas remarquer les regards spéculatifs qui s'échangeaient occasionnellement entre elle et le marié. L'orchestre positionné dans la tribune de la cathédrale commença à jouer doucement, signalant que la cérémonie allait bientôt commencer. Et les invités assemblés s'installèrent dans un silence plein d'attente. La musique s'enfla de façon spectaculaire lorsque les portes de la cathédrale s'ouvrirent en grand pour admettre le cortège nuptial, une parade de jeunes dames en robe bleu pâle
escortant Lady Sophia Pembroke vers son avenir. La mariée apparut comme une vision sortie d'un conte de fées. Sa magnifique robe de soie ivoire brodée d'argent, semblant flotter autour de sa silhouette élancée, les diamants de la famille Richmond scintillant à sa gorge, et entrelacés dans ses boucles dorées, sa jeunesse et sa beauté indéniable à la douce lueur des bougies. Pourtant, alors qu'elle avançait lentement vers l'autel, Eleanor surprit la froideur calculatrice dans ses yeux bleus, le triomphe dans son sourire parfait. Révélant que cette union représentait une conquête plutôt qu'une connexion. Le contraste frappa Eleanor avec force, alors qu'elle regardait James se tourner pour recevoir sa fiancée, son expression impénétrable tandis qu'il exécutait une parfaite révérence formelle. Comme son attitude était différente maintenant de la joie sans retenue dont elle avait été témoin lorsqu'ils chevauchaient ensemble à travers les champs du Hampshire, ou de la confiance vulnérable lorsqu'il lui confiait ses peurs et ses rêves au coin du feu à Blackwood Manor. Cette union devant eux représentait tout ce que la société valorisait, la richesse jointe à la richesse, la beauté à la position, un nom ancien à une lignée impeccable. Et pourtant seule Eleanor semblait reconnaître l'absence du seul élément qui ne pouvait être arrangé par des familles ambitieuses ou négocié dans les contrats de mariage, la compréhension authentique qui ne s'épanouit que dans le sol fertile d'une véritable connexion. Les paroles anciennes du service de mariage résonnèrent dans la cathédrale, tandis que l'évêque de Londres entonnait chaque phrase solennelle avec une gravité exercée, sa voix portant jusqu'aux confins les plus éloignés de l'espace sacré, où même les invités les plus distants pouvaient assister à l'union de deux grandes maisons. Lorsqu'il atteignit la question traditionnelle, demandant si quelqu'un dans l'assistance connaissait une juste cause pour laquelle le couple ne devrait pas être uni, un silence momentané tomba sur la congrégation, cette pause de pure forme qui, en 1 millier de mariages, n'avait jamais été remplie d'objections. C'est dans ce silence haletant qu'Eleanor sentit plutôt qu'elle ne vit James se tourner légèrement, son regard la trouvant à travers la cathédrale bondée, avec une précision infaillible, comme si un fil invisible reliait encore leurs âmes malgré tout ce qui se dressait entre eux. Pendant un instant fugace, leurs yeux se rencontrèrent par-delà la mer de bonnettes à la mode et de hausses de forme. Et Eleanor entrevit quelque chose de brut et de non gardé dans son expression, quelque chose qui aurait pu être du regret, du désir, ou simplement un dernier adieu à leur passé commun. Quelle que soit sa signification, cette brève connexion s'avéra être sa perte, la dernière pierre qui fit s'effondrer le barrage de son calme si soigneusement entretenu. L'évêque poursuivit la cérémonie. Le moment passant sans incident comme la société s'y attendait, mais Eleanor se trouva soudain incapable de respirer suffisamment, les murs de la cathédrale semblant se refermer sur elle, l'odeur des roses devenant écœurante et suffocante plutôt que douce. Avec des mouvements nés d'une nécessité désespérée plutôt que d'une décision consciente, elle se leva silencieusement de son siège, tandis que l'attention restait fixée sur le couple à l'autel, sa mère trop absorbée à maintenir sa propre dignité pour remarquer la retraite de sa fille. Eleanor se glissa sur le côté le long du banc et vers une petite porte latérale, à moitié cachée derrière une colonne de marbre, conçue pour l'entrée et la sortie discrète du personnel de la cathédrale. Personne ne remarqua son départ, aucun murmure ne suivit sa progression. L'aristocratie assemblée étant trop captivée par le spectacle devant elle pour remarquer une dame de la noblesse sans particularité faisant son évasion. La lourde porte en bois se referma derrière elle avec un bruit sourd qui semblait faire écho à la finalité de sa perte, l'admettant dans une petite cour en pierre bordée par la roseraie de la cathédrale. Les premières gouttes de pluie tombèrent sur son visage levé à son émergence, de grosses gouttes froides qui se mêlaient indistinctement aux larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues, son contrôle finalement brisé au-delà de toute réparation. Elle ne fit aucune tentative pour chercher un abri sous le cloître qui bordait le jardin,
marchant plutôt aveuglément en avant dans l'averse qui s'intensifiait, accueillant le froid purificateur qui trempait sa robe de soie crème et pénétrait jusqu'à sa peau. Eleanor Blackwood, qui avait passé toute sa vie à se conformer aux attentes de sa position, qui n'avait jamais donné à la société la moindre raison de remettre en question son décorum parfait, se tenait maintenant, abandonnée à son chagrin dans le jardin de la cathédrale, sa coiffure soigneusement arrangée s'effondrant sous le poids de la pluie, le visage levé vers les cieux en pleurs dans une communion silencieuse avec leur tristesse. À l'intérieur, James Westmoreland se liait à une autre femme par des vœux sacrés, tandis qu'à l'extérieur, Eleanor se rendait enfin au torrent d'émotions qu'elle avait réprimé pendant des années, ses sanglots silencieux accompagnés par le rythme régulier de la pluie qui la tremperait bientôt jusqu'aux os. La pluie tombait à verse maintenant, se transformant de douces gouttes en nappes d'eau qui plaquaient la fine soie crème d'Eleanor à son corps, comme une seconde peau, le tissu délicat devenant translucide et lourd contre sa silhouette élancée. Elle ne fit aucun mouvement pour chercher un abri, se tenant plutôt les bras légèrement écartés parmi les rosiers dont les fleurs ployaient sous le poids de l'averse, leur doux parfum intensifié par la pluie. L'eau ruisselait sur son visage, indiscernable des larmes qui coulaient sans retenue maintenant qu'elle avait abandonné toute prétention de calme. L'élégante coiffure que Margaret avait si soigneusement arrangée ce matin s'effondra entièrement, en voyant les épingles se disperser et laissant ses mèches châtaines tomber sur son dos en vagues détrempées. Eleanor accueillit l'inconfort physique. Le froid qui pénétrait jusqu'à ses os, le poids de ses vêtements gorgés d'eau, trouvant dans ces sensations une manifestation externe appropriée de la douleur qui menaçait de la consumer de l'intérieur. Quelque part à l'intérieur de ces murs de pierre, derrière des vitraux qui brillaient à la lueur des bougies malgré la morosité de l'orage, James prononçait des vœux sacrés qui le lieraient pour toujours à une autre femme, des promesses qui romprennent le dernier lien ténu entre leurs âmes. Avec ces vœux, je le perds pour toujours, pensa-t-elle, les mots se répétant dans son esprit comme une terrible litanie, alors qu'elle pressait ses mains contre sa bouche pour étouffer les sanglots qui secouaient maintenant son corps. 20 ans d'amitié, 6 ans d'amour secret, d'innombrables moments de rires partagés et de confidences chuchotées, tous sacrifiés sur l'autel du devoir et des attentes de la société. Ces murs de bienséance et de retenue soigneusement construits, maintenus pendant des années à observer James à distance, s'effondrèrent complètement alors qu'elle se rendait au chagrin qu'elle avait si longtemps nié. Le tonnerre qui grondait au-dessus de sa tête semblait faire écho au tumulte dans son cœur, la nature elle-même reconnaissant l'ampleur de sa perte, alors que la foudre illuminait brièvement le jardin en un relief saisissant. Eleanor pensa fugitivement à sa mère, qui serait sûrement mortifiée par sa disparition et son état débraillé subséquent, au commérage qui pourrait suivre lorsqu'elle retournerait finalement à la cathédrale, trempée et dépenaillée. Pourtant, pour une fois dans sa vie méticuleusement convenable, elle se trouva totalement indifférente aux apparences ou à la réputation. Qu'ils parlent, qu'ils chuchotent derrière leurs éventails à propos de la pauvre Lady Eleanor Blackwood et de son étalage inconvenant. Rien de ce qu'ils pourraient dire n'ajouterait à la douleur de savoir que James appartenait maintenant à une autre, que le lien qu'elle avait chéri par-dessus tout dans sa vie était rompu irrévocablement par des vœux sacrés et des contrats légaux. La pluie froide continuait son assaut implacable, ruisselant le long de son cou et entre ses omoplates, plaquant la fine toile de sa chemise contre sa peau sous sa robe, emportant l'eau de rose soigneusement appliquée qui avait parfumé sa peau ce matin-là. Elle se tenait le visage incliné vers le haut, permettant à l'averse de la purifier, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre effacer non seulement les preuves de ses larmes, mais l'amour même qui l'avait soutenue et tourmentée pendant si longtemps.
Dans la splendeur éclairée aux chandelles de la cathédrale de Westmoreland, James se tenait à l'autel à côté de sa fiancée, son expression un masque de dignité ducale soigneusement entretenu, alors qu'il répétait les vœux sacrés qui avaient lié des générations de ses ancêtres. La cérémonie se déroulait avec le rythme majestueux attendu d'une telle occasion, chaque réponse livrée avec la gravité appropriée jusqu'au moment de son engagement final, les mots irrévocables qui le lieraient à Lady Sophia pour tous ses jours. L'évêque le regarda avec attente. L'ancien livre de prière tenu ouvert pour afficher les mots que James avait mémorisés des semaines auparavant, mais soudain sa gorge se serra, le vœu logé de manière inamovible derrière des lèvres qui refusaient de s'entr'ouvrir. Quelque chose attira son regard de l'autel vers la congrégation, une conscience inexplicable tirant son attention vers un endroit particulier au milieu de la cathédrale où Eleanor avait été assise à côté de sa mère. L'espace vide où elle aurait dû être le frappa avec une force inattendue, son absence d'une manière ou d'une autre plus visible que sa présence ne l'avait été. Le siège vacant, une accusation silencieuse au milieu des bancs bondés. James sentit un subtil changement dans l'atmosphère. Alors que la pause se prolongeait au-delà de la bienséance, le bruissement des soies et les spéculations chuchotées se propageant à travers l'aristocratie assemblée. À côté de lui, Lady Sophia Pembroke, resplendissante dans sa parure de mariée, bougea légèrement, sa voix à peine audible, alors qu'elle le pressait avec une irritation soigneusement contrôlée, demandant si Son Altesse était consciente que l'évêque attendait sa réponse. Le calcul froid dans son ton, si différent de la chaude compréhension qu'il avait toujours trouvée dans la voix d'Eleanor, cristallisa le doute qui le tourmentait depuis l'annonce de leur fiançailles. Avec une clarté soudaine et aveuglante, James Westmoreland, 7e duc de Richmond, réalisa qu'il se tenait au bord d'une terrible erreur, sur le point d'engager sa vie à une femme choisie pour sa dot et sa lignée, plutôt que pour une quelconque connexion authentique. La pensée d'Eleanor quelque part, au-delà de ces murs de cathédrale, peut-être même en train de quitter sa vie pour toujours, le frappa d'une douleur physique, comme si un organe vital venait de lui être soudainement retiré. Des années d'adhésion rigide au devoir, de sacrifice de l'inclination personnelle pour les attentes familiales, de déni des désirs les plus profonds de son cœur pour le bien de l'héritage Westmoreland, semblèrent brusquement et complètement dénués de sens comparés à la perspective d'une vie sans la seule femme qui le connaissait vraiment. L'évêque se racla discrètement la gorge, tentant de rappeler l'attention du duc sur la question en cours, mais James se trouva incapable de continuer, le poids familier de l'obligation maintenant écrasé sous le fardeau plus grand du regret imminent. Il savait avec une certitude profonde que s'il accomplissait ses vœux, s'il se liait à la femme à ses côtés, tandis qu'Eleanor marchait seule dans le monde, il passerait chaque jour restant de sa vie hanté par ce qui aurait pu être. Alors que les murmures devenaient plus audibles dans toute la cathédrale, que Lady Sophia se raidissait à ses côtés dans une mortification croissante, que l'évêque se déplaçait inconfortablement d'un pied sur l'autre, le duc de Westmoreland prit la première décision véritablement indépendante de sa vie, une décision qui scandaliserait la société londonienne, enragerait la famille Pembroke et pourrait potentiellement altérer le cours de son héritage ducal pour toujours. Le murmure de confusion qui parcourait la cathédrale s'enfla en halètements audibles lorsque James Westmoreland, 7e duc de Richmond, fit un pas délibéré en arrière de l'autel, son mouvement si décisif qu'il aurait pu être chorégraphié. L'évêque hésita au milieu d'une phrase, le livre de prières tremblant légèrement dans ses mains âgées, alors que James se tournait pour faire face à sa fiancée, son expression transformée de la réserve aristocratique à une certitude résolue. D'un ton clair qui porta jusqu'aux confins les plus éloignés de l'ancienne cathédrale, il s'adressa à la Lady Sophia de plus en plus horrifiée, l'informant avec une douceur inattendue qu'il ne pouvait pas procéder à leur mariage, sachant que son cœur appartenait ailleurs, que le faire les déshonorerait tous les deux. Lady Sophia Pembroke, le visage devenant cramoisi sous son délicat voile, recula comme si elle avait été frappée, tandis que derrière elle,
La noce assemblée se figea dans un tableau de choc collectif. Du premier banc, la comtesse de Harrington, la mère de Lady Sophia, poussa un cri étranglé avant de s'effondrer dans une cascade de soie lavande et de plumes d'autruche, immédiatement secourue par des dames affairées avec des vinaigrettes et des sels. Le duc de Halford, oncle paternel de James et parent vivant le plus proche, s'avança avec une vitesse remarquable pour un homme de son âge, saisissant le bras de son neveu avec des doigts qui blanchissaient aux jointures alors qu'il sifflait des avertissements urgents sur l'honneur de la famille et les conséquences catastrophiques d'un tel rejet public. James se dégagea avec une ferme résolution, sa voix portant dans toute la cathédrale maintenant en effervescence, alors qu'il s'excusait auprès des invités assemblés pour le spectacle malheureux, acceptant l'entière responsabilité de la rupture des fiançailles, tout en soulignant que Lady Sophia méritait un mari dont le cœur lui appartenait pleinement. Sans plus d'explication, le duc descendit l'allée d'un pas déterminé, sa tenue de cérémonie et sa présence imposante écartant la foule murmurante comme les figures de proue des navires de sa famille fendaient les vagues de l'océan. Derrière lui éclata le chaos complet que sa décision avait déclenché, le comte de Harrington beuglant à propos de la rupture de contrat, tandis que sa comtesse reprenait suffisamment ses esprits pour déclarer qu'elle ne se remettrait jamais de l'humiliation. Lady Sophia elle-même se tenant abandonnée devant l'autel, sa magnifique robe et les diamants de Richmond, devenus des symboles de rejet plutôt que de triomphe. James n'hésita ni ne regarda en arrière, son attention fixée uniquement sur la petite porte latérale par laquelle Eleanor était partie, inconscient du scandale qui explosait dans son sillage et qui dominerait les potins de Londres pendant des mois, indifférent au fait que ses actions venaient de fournir au tout Londres son on-dit le plus délicieux en une décennie. Les dames s'éventaient furieusement en échangeant des regards significatifs. Les messieurs marmonnaient à propos de duels et de satisfaction. L'évêque lui-même semblait sur le point de nécessiter une intervention spirituelle, mais le duc de Westmoreland n'en enregistra rien, alors qu'il atteignait la porte latérale et l'ouvrait violemment, laissant entrer une rafale d'air parfumé à la pluie dans la cathédrale embaumée d'encens. À cet instant, James Westmoreland, héritier de l'un des plus anciens titres d'Angleterre et maître de vastes domaines, ne se souciait de rien d'autre que de trouver la seule femme qui avait toujours vu au-delà de sa couronne ducale, l'homme en dessous. La pluie tombait en nappes punitives sur le jardin de la cathédrale lorsque James jaillit par la porte latérale, sa tenue de cérémonie immédiatement trempée alors qu'il scrutait le paysage détrempé avec une intensité désespérée, jusqu'à ce qu'il repère une silhouette parmi les rosiers, sa robe crème, autrefois élégante, maintenant translucide et collant à sa forme tremblante. Il se dirigea vers elle avec une détermination sans faille, sans se soucier de la boue qui s'emparait de ses bottes cirées ou de la pluie qui plaquait ses cheveux dorés sur son front. Eleanor se tourna au son de son approche, son visage strié de larmes, enregistrant d'abord le choc, puis la confusion, puis quelque chose comme la terreur, alors qu'elle reconnaissait l'homme qui devrait à cet instant même être en train de prononcer ses vœux de mariage. « Ellie !» appela-t-il, utilisant le nom d'enfance que personne d'autre n'avait jamais été autorisé à utiliser, sa voix rauque d'émotion, alors qu'il avouait qu'il avait été un lâche, qu'il avait failli commettre la plus grande erreur de sa vie en s'engageant envers une femme qu'il ne pourrait jamais vraiment aimer. Eleanor secoua la tête, incrédule. L'eau de pluie tombant en cascade de ses boucles châtaines dénouait alors qu'elle reculait, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas être là, que sa fiancée l'attendait à l'hôtel, qu'il devait retourner immédiatement avant que le scandale ne devienne irréparable. James combla la distance entre eux en deux enjambées décisives, prenant ses mains froides dans les siennes chaudes, malgré sa faible résistance, ses yeux bleus brillants d'une conviction qui arrêta ses protestations. « Il n'avait pas de fiancée » déclara-t-il avec ferveur. « Pas de duchesse,
pas d'épouse autre que la femme qu'il aimait depuis qu'ils étaient enfants, courant à travers les champs du Hampshire, la seule femme qu'il ait jamais vraiment connue, non pas le titre ou la fortune, mais l'homme en dessous, avec tous ses défauts, ses peurs et ses rêves. La foudre déchira le ciel au-dessus d'eux, illuminant le visage d'Eleanor en un relief saisissant, l'espoir luttant contre l'incrédulité dans ses yeux gris, alors qu'elle s'efforçait de comprendre l'ampleur de ce qu'il disait, de ce qu'il avait fait. Le tonnerre qui suivit sembla ébranler les fondations mêmes de la cathédrale derrière eux, comme si les cieux eux-mêmes reconnaissaient dans la nature capitale de cette confrontation. La pluie continuait de tomber sur eux, créant un monde privé au sein du déluge où seuls ils existaient, deux âmes reconnaissant enfin la vérité qui gisait entre elles depuis des années. James tenait toujours ses mains, son étreinte se resserrant alors qu'il déversait des années de sentiments refoulés, avouant qu'il avait essayé de faire son devoir, d'être le duc que sa famille attendait, de faire le mariage sensé que la société exigeait, mais que la voir s'éloigner pendant la cérémonie avait complètement brisé sa résolution, lui faisant réaliser qu'une vie d'approbation sociale ne signifiait rien comparé à une vie sans elle à ses côtés. L'isolement tranquille de leur confession sous la pluie fut brisé lorsque les portes de la cathédrale s'ouvrirent en grand, déversant un flot d'invités du mariage qui déferlèrent dans le jardin comme une vague se brisant contre le rivage, des parapluies noirs s'épanouissant au-dessus des messieurs en tenue de cérémonie, tandis que les dames rassemblaient leurs jupes au-dessus du sol boueux. À leur tête marchait le comte de Harrington, le père de Lady Sophia, son visage contorsionné de fureur alors qu'il avançait vers le duc, hurlant des accusations de déshonneur et exigeant satisfaction à l'aube, son droit en tant que père de la femme lésée, exigeant du sang pour laver l'insulte faite à sa maison. Derrière lui venait Lady Sophia elle-même, soutenue par des compagnes, sa magnifique robe de mariée maintenant un symbole détrempé de rejet, ses yeux bleus froids fixés sur Eleanor avec une haine non dissimulée. La duchesse de Halford, la tante de James, se pressa en avant pour saisir son bras, l'implorant de retourner à la cathédrale, insistant sur le fait que cette folie momentanée pouvait encore être rectifiée s'il voulait seulement revenir à la raison. Du bord de la foule grandissante émergea Lady Blackwood, son expression un mélange d'horreur et de calcul, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule vers sa fille, saisissant le bras d'Eleanor avec des doigts qui s'enfonçaient douloureusement dans sa chair même à travers la soie mouillée de sa manche, sifflant de toute urgence qu'elles devaient partir immédiatement, que cette folie les détruirait tous, qu'aucun bien ne pourrait sortir du fait d'être au centre d'un tel scandale. Eleanor vacilla, momentanément submergée par la force du jugement de la société qui les pressait de toutes parts, l'indignation sur chaque visage un rappel brutal de la transgression qu'ils avaient commise contre le code rigide qui gouvernait leur monde. Pourtant, avant qu'elle ne puisse répondre à l'appel désespéré de sa mère, James s'avança, se plaçant physiquement entre Eleanor et la foule qui avançait, sa présence imposante arrêtant leur progression, malgré la pluie qui continuait de tomber sur l'extraordinaire tableau. D'un ton retentissant qui porta à travers le jardin et fit taire même les menaces du comte de Harrington, le duc de Westmoreland s'adressa aux invités du mariage stupéfaits, déclarant qu'il rencontrerait volontiers le comte à l'aube si l'honneur l'exigeait, mais qu'il ne sacrifierait plus le vrai bonheur pour le devoir et les attentes. L'eau ruisselant sur ses traits aristocratiques, il annonça qu'il aimait Lady Eleanor Blackwood, qu'il l'aimait depuis l'enfance et qu'il avait l'intention d'en faire sa duchesse si elle acceptait, sans se soucier de la fortune, du scandale ou de la désapprobation de la société. Un halètement collectif s'éleva de l'aristocratie assemblée à cette déclaration sans précédent. Lady Sophia s'effondra dans les bras de ses compagnes, et la comtesse de Harrington proclama à haut et fort qu'elle ne se remettrait jamais de la honte. Les lignes de bataille étaient clairement tracées, alors que James se tournait à nouveau vers Eleanor, son expression à la fois résolue et interrogative, car s'il venait de dévaster les conventions
et de détruire sa réputation soigneusement cultivée, le choix d'accepter ou non les conséquences de leur amour reposait désormais entièrement entre ses mains tremblantes. Avec un bras protecteur autour de la taille d'Eleanor, James la guida à travers la foule stupéfaite vers le carrosse ducal qui attendait au-delà des portes de la cathédrale, ignorant les protestations continues de ses parents et les murmures scandalisés qui suivaient leur progression. Le magnifique véhicule avec le blason de Westmoreland sur ses portes noires brillantes se tenait prêt, les chevaux gris assortis piaffant d'impatience alors que l'eau de pluie tombait en cascade du toit du carrosse. James aida Eleanor à monter avant de grimper à sa suite, ordonnant à son cocher de les emmener à Oak Ridge Lodge avec toute la diligence possible, la petite propriété de chasse qui se trouvait à la périphérie de Londres, où il se retirait occasionnellement des responsabilités ducales. Alors que le carrosse s'ébranlait, Eleanor était assise, tremblante dans sa robe trempée, déchirée entre une joie incompréhensible à la déclaration de James et une horreur absolue devant le spectacle qu'ils avaient créé. Le mariage ruiné, la fiancée humiliée, le visage affligé de sa mère à leur départ. L'ampleur de ce qui s'était passé la frappa avec une force physique, alors qu'elle regardait les gouttes de pluie courir sur les vitres du carrosse, imaginant les commérages furieux qui se propageaient déjà dans les salons de Londres, l'exil social qui les attendait sûrement tous les deux. Le duel potentiel qui pourrait coûter la vie à James avant même qu'il ne puisse commencer l'avenir qu'il envisageait. Voyant sa détresse, James se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, prenant ses mains froides dans les siennes chaudes, sa voix douce alors qu'il expliquait qu'il avait accepté d'épouser Sophia principalement pour remplir une promesse faite à son père, qui, dans ses derniers jours, lui avait arraché le vœu que James assurerait la succession par un mariage approprié. Le vieux duc avait spécifiquement mentionné la jeune Pembroke, dont la dot restaurerait certains domaines tombés en décrépitude et dont la jeunesse promettait de nombreux héritiers pour la lignée des Westmoreland. James avait donné sa parole, croyant que le devoir exigeait le sacrifice du bonheur personnel, se convainquant que le contentement pourrait éventuellement naître du respect mutuel, sinon de l'amour. Mais en se tenant à l'autel, en voyant le siège vide d'Eleanor, il avait finalement compris l'ampleur de son erreur, reconnaissant qu'aucun sens de l'obligation ne pouvait justifier de se lier pour toujours à une femme tout en aimant une autre. Le carrosse tourna finalement sur une ruelle étroite bordée de chênes centenaires, s'approchant d'une modeste structure en pierre nichée parmi les arbres, bien plus humble que le grand Westmoreland Hall, mais possédant un charme robuste qui parlait de refuge et de simplicité. À l'intérieur, un petit personnel entretenait le pavillon de chasse en état de préparation constante pour les visites inattendues de leur maître, allumant rapidement des feux dans les âtres et apportant des vêtements secs tandis que Eleanor était conduite dans une chambre confortable pour se changer de sa parure ruinée. Plus tard, assise devant le feu flamboyant dans le petit salon du pavillon, vêtue d'une robe de chambre empruntée de plusieurs tailles trop grandes pour sa silhouette élancée, Eleanor regarda la vapeur s'élever de sa tasse de thé chaud et s'autorisa à croire vraiment, pour la première fois, que l'impossible avait peut-être réellement eu lieu, que l'homme qu'elle avait aimé en silence et avec résignation pendant si longtemps l'avait, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement choisi par-dessus tout. Le pavillon de chasse se transforma à la tombée de la nuit, ses modestes murs de pierre maintenant illuminés par la lueur du feu qui dansait sur les panneaux de chêne poli et jetait de longues ombres dans les coins du petit salon où Eleanor et James étaient assis côte à côte sur un canapé en cuir usé. Dehors, la tempête poursuivait son assaut, la pluie s'abattant contre les fenêtres à meneaux tandis que le vent hurlait à travers les chênes centenaires, la nature elle-même fournissant une toile de fond dramatique aux événements extraordinaires de la journée. Dans cet espace abrité, le temps semblait suspendu, alors qu'ils étaient assis dans un silence complice. Le crépitement du foyer et le grondement occasionnel du tonnerre lointain étant les seuls sons à rompre le calme entre eux. Eleanor fixa les flammes,
rassemblant son courage avant de finalement confesser la vérité qu'elle avait gardée si longtemps, qu'elle l'aimait depuis des années, depuis cet été où il était revenu d'Oxford, non plus un garçon, mais un homme dont le sourire pouvait illuminer ses moments les plus sombres. Sa voix trembla légèrement, alors qu'elle admettait comment elle s'était crue indigne après que sa famille eût perdu sa fortune, convaincue que son âge avancé et ses circonstances diminuées la rendaient inappropriée pour le duc de Westmoreland, malgré leur lien de toujours. James écouta avec un étonnement croissant, sa main trouvant la sienne sur le coussin de velours délavé entre eux, ses doigts s'entrelaçant avec les siens alors qu'il révélait son propre secret soigneusement gardé, que ses sentiments pour elle avaient évolué de l'amitié d'enfance à quelque chose de plus profond et de plus profond il y a des années. Il s'était convaincu qu'Eleanor ne le voyait que comme un ami, un confident, peut-être même un frère, n'osant jamais espérer qu'elle pourrait rendre l'amour qui avait grandi dans son cœur au fil des saisons. La lueur du feu capta l'éclat de l'humidité dans ses yeux, alors qu'il décrivait comment il avait essayé de se résigner au devoir, au mariage que son père avait arrangé, croyant que sacrifier son propre bonheur était simplement le prix de sa position. Se rapprochant, il porta sa main à ses lèvres. Sa voix fervente alors qu'il jurait qu'il préférerait affronter le mépris de la société avec elle plutôt que d'endurer une vie de vide sans elle, qu'aucun duché, aucune fortune, aucun héritage ancestral ne pourrait compenser l'absence de véritable connexion. Eleanor trembla à ces paroles, pouvant à peine croire que l'impossible s'était en quelque sorte transformé en réalité, que l'homme qu'elle avait aimé en silence pendant si longtemps l'avait choisi au-delà de toutes les considérations de devoir et d'attente. Alors que la tempête atteignait son paroxysme à l'extérieur, hurlant comme les voix scandalisées de la société londonienne qu'ils avaient défiée, James se pencha en avant pour presser doucement son front contre le sien, créant un moment de parfaite immobilité au centre de la turbulence qui les entourait. Dans cette connexion intime, des promesses tacites s'échangèrent entre eux, une compréhension partagée que quels que soient les défis qui les attendaient au-delà de l'abri de ce refuge, ils les affronteraient ensemble, leur lien forgé au fil des années d'amitié maintenant renforcé par un amour honnêtement reconnu. L'aube se leva sur le pavillon de chasse, avec de timides doigts de lumière dorée, perçant les nuages de la tempête qui s'étaient épuisés pendant la nuit, révélant un paysage lavé, mais portant les traces de la fureur de la nature dans les branches tombées et les feuilles éparpillées. Eleanor descendit l'escalier étroit en vêtements empruntés, sa propre robe encore humide du déluge de la veille, pour trouver James déjà habillé et debout devant la fenêtre du salon, ses larges épaules tendues sous son habit de matin informel. Leur petit déjeuner partagé fut une affaire tranquille, remplie de regards doux et du contact occasionnel des doigts, tous deux s'ajustant encore à l'étonnante transformation de leurs circonstances jusqu'à ce que le bruit des roues de carrosse sur le gravier brise leur interlude paisible. Le duc de Halford, oncle paternel de James et chef effectif de la famille depuis le décès du vieux duc, fit irruption dans le pavillon sans cérémonie, ses traits aristocratiques rigides de fureur à peine contenus alors qu'il confrontait son neveu. L'homme plus âgé ne perdit pas de temps en politesse, annonçant d'un ton sec qu'il venait porteur de la décision unanime du conseil de famille Westmoreland, un ultimatum délivré avec une précision froide qui glaça le cœur d'Eleanor, même si elle écoutait depuis la porte entr'ouverte de la pièce voisine. James retournerait immédiatement à Londres, offrirait des excuses publiques à Lady Sophia et à sa famille, prétextant une folie temporaire causée par le trac du mariage, et procéderait au mariage comme prévu ou ferait face à un reniement complet, non seulement financier mais une excision totale des liens familiaux et des cercles sociaux. Eleanor pressa des doigts tremblants sur ses lèvres, alors que toutes les implications devenaient claires, les conséquences dévastatrices auxquelles James ferait face s'il persistait à la choisir au lieu du devoir. Son esprit pratique anticipa la réalité qui s'ensuivrait.
la perte de ses demeures ancestrales, sa position dans la société, la fortune qui avait façonné toute son existence, tout sacrifié pour l'amour d'une femme. Entrant dans le salon avec une dignité tranquille, Eleanor s'adressa aux deux hommes avec une résolution calme malgré la douleur qui lui transperçait le cœur, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait permettre à James de tout perdre pour elle, que le prix était trop élevé, qu'elle retournerait immédiatement chez sa mère et ne le reverrait jamais si cela pouvait le protéger d'un tel sort. James se tourna vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de tendresse et de détermination implacable qui transforma ses traits de la réserve aristocratique à une passion féroce. S'adressant à son oncle sans quitter le visage d'Eleanor des yeux, il déclara qu'il avait vécu comme il l'avait tous dicté pendant des années, sacrifiant son propre bonheur pour les attentes familiales, mais qu'il ne le ferait plus. Sa voix gagna en force alors qu'il continuait, affirmant que si le prix d'aimer Eleanor était la perte de tout ce qu'il possédait, il considérait cela comme une bonne affaire volontiers conclue, et que son oncle pouvait transmettre au conseil de famille que le duc de Westmoreland choisissait de l'amour plutôt que l'héritage, le cœur plutôt que le patrimoine, et ne regretterait jamais la décision même s'il mettait à exécution chaque conséquence menaçante. L'échange houleux entre James et son oncle fournit à Eleanor l'occasion dont elle avait besoin, se glissant tranquillement hors du salon, tandis que leur attention restait fixée sur leur débat de plus en plus acrimonieux, les menaces de l'homme plus âgé augmentant en volume alors que James refusait de céder. Sur le petit secrétaire de sa chambre empruntée, Eleanor trouva du papier et une plume. Ses doigts tremblants, alors qu'elle composait ce qui devait être sa dernière communication avec l'homme qu'elle aimait, expliquant à travers une encre tachetée de larmes qu'elle ne pouvait et ne voulait pas être responsable de sa ruine complète, que bien que l'amour puisse soutenir leur cœur, il ne pouvait pas fournir les nécessités matérielles de la vie auxquelles il était habitué, et qu'un jour il la remercierait d'avoir eu la force de mettre fin aux choses avant qu'il ne sacrifie tout pour une passion momentanée. Elle scella la note avec une goutte de cire, la plaçant bien en vue sur l'oreiller où il serait certain de la trouver, avant de se glisser par l'escalier de service et de sortir par le potager. Élant une charrette de fermier qui passait pour la conduire à la route principale où elle pourrait trouver un transport plus approprié pour retourner à Londres. Le voyage se passa dans un brouillard de chagrin. L'esprit pratique d'Eleanor construisant déjà la forteresse de résignation qu'elle devrait habiter pour le reste de ses jours, sachant que cette fois, il ne pourrait y avoir aucun espoir que James se tourne un jour vers elle, qu'elle avait connu à la fois la plus grande joie et le plus profond chagrin possible en l'espace d'une seule journée. La maison de ville des Blackwood se dressa devant elle comme une prison à son arrivée. L'expression choquée de sa mère devant son apparence débraillée en vêtements empruntés se transformant rapidement en fureur froide alors que l'histoire émergeait à travers des explications hésitantes. Lady Blackwood arpentait le modeste salon comme une tigresse en cage, sa voix s'élevant à chaque énumération des conséquences catastrophiques que les actions d'Eleanor auraient sur leur position sociale déjà précaire, culminant avec l'accusation dévastatrice que sa fille aînée avait détruit le peu de prestige qu'il leur restait, s'assurant qu'ils seraient exclus de tous les salons respectables de Londres une fois que la nouvelle de son implication dans le scandale du mariage de Westmoreland serait de notoriété publique. Eleanor accepta la condamnation de sa mère avec une dignité tranquille, sachant qu'elle méritait bien pire pour avoir laissé les choses en arriver à un tel point, pour ne pas avoir eu la force de résister à la déclaration de James dans le jardin de la cathédrale, pour la faiblesse momentanée de croire que le bonheur pourrait être possible malgré toutes les barrières qui se dressaient entre eux. Alors qu'elle montait les escaliers vers sa chambre, l'épuisement s'emparant de chacun de ses membres, Eleanor reconnut que son sacrifice avait été nécessaire, que James verrait finalement la sagesse de se réconcilier avec sa famille et peut-être même avec Lady Sophia, que la brève joie qu'ils avaient partagée la soutiendrait à travers les années solitaires à venir,
sans jamais soupçonner que, alors même qu'elle fermait la porte de sa chambre, le duc de Westmoreland découvrait sa note d'adieu et montait son cheval le plus rapide, son expression figée par la détermination d'un homme qui n'avait aucune intention d'accepter son noble sacrifice. Une semaine se passa dans un brouillard de nuit sans sommeil et de jours vides, durant lesquels Eleanor quitta à peine sa chambre, sauf lorsqu'elle était convoquée par sa mère pour recevoir des visiteurs, des dames de la société, dont l'inquiétude masquait à peine leur appétit vorace pour le scandale. Lady Millicent Fairchild arriva la première, les yeux brillants derrière son expression de sympathie étudiée, se délectant de chaque détail qu'elle pouvait extraire de cette scène effroyable dans le jardin de la cathédrale, suivie par la comtesse Spencer qui déplorait que le duc de Westmoreland soit devenu pratiquement indésirable dans les clubs de gentlemen de Londres, ses amis les plus proches l'abandonnant comme des rats, quittant un navire en perdition. Madame Harrington, cousine de Lady Sophia, tint à informer Eleanor que les Pembroke consultaient des avocats au sujet d'une action en justice pour rupture de promesse de mariage, sa voix tombante à un murmure théâtral, alors qu'elle suggérait que les dommages et intérêts pourraient être ruineux, même pour une fortune aussi substantielle que celle du duc. Chaque visiteur repartit avec de nouvelles miettes à distribuer dans les salons de Londres, laissant Eleanor se sentir de plus en plus vidée. Un spectacle public plutôt qu'une femme de chair et de sang. Les domestiques chuchotaient derrière les portes closes, se taisant dès qu'elle apparaissait, tandis que sa jeune sœur Charlotte l'évitait entièrement, craignant que l'association avec la disgrâce d'Eleanor ne ternisse ses propres perspectives pour la saison à venir. Sa mère maintenait un silence glacial, rompu seulement pour relater les nouveaux développements de leur exil social, les invitations retirées, les connaissances soudainement indisposées lorsque le carrosse des Blackwood apparaissait à leur porte. Même leur modiste fit savoir qu'elle ne pouvait plus accepter le patronage de Lady Blackwood, invoquant un emploi du temps soudainement chargé, une excuse transparente qui ne trompait personne. À travers ces visites tortueuses, Eleanor glanait des fragments du sort de James, apprenant que le duc de Halford avait publiquement désavoué les actions de son neveu et retiré le soutien de la famille, que le comte de Harrington avait en effet lancé un défi, bien que des têtes plus froides aient jusqu'à présent empêché un duel effectif, que James avait été vu chevauchant seul à travers Hyde Park à des heures inhabituelles, boudé par ses anciens compagnons. Chaque rapport lui perçait le cœur d'une nouvelle douleur, confirmant que sa décision de partir avait été la bonne, que si elle était restée, elle aurait assisté à la destruction complète de l'homme qu'elle aimait, sa position, sa réputation, son identité même de duc de Westmoreland dépouillée à cause de sa folie momentanée de l'avoir choisi. Malgré l'agonie de la séparation, malgré le fait de savoir qu'elle ne le reverrait jamais, Eleanor s'accrochait au froid réconfort de savoir que son sacrifice avait donné à James l'occasion de se réconcilier avec sa famille, et finalement avec la société. Même si elle acceptait elle-même que sa propre place dans le monde qu'elle avait connu était irrévocablement perdue, sa réputation irrécupérable, son avenir un paysage sombre d'isolement et de murmures qui la suivrait jusqu'à la tombe. La cloche de l'après-midi annonça un visiteur juste au moment où Eleanor envisageait un autre repas excusé pour cause de maux de tête, la perspective d'affronter les récriminations de sa mère à table, lui ayant coupé l'appétit depuis des jours. Elle s'attendait à un autre vautour en habit de dame venu extraire de nouveaux détails de sa disgrâce, mais se trouva au contraire convoquée au salon pour recevoir la duchesse douairière de Westmoreland elle-même, une figure impérieuse en soie noire, dont la simple présence semblait ordonner à la modeste pièce de s'agrandir pour accommoder sa dignité. Les cheveux argentés de la vieille femme étaient arrangés sous un bonnet sévère, orné de perles de jaie. Sa colonne vertébrale droite comme un I, malgré ses 70 ans. Ses yeux bleus perçants, si réminiscents de ceux de James qu'Eleanor ressentit une douleur physique à la ressemblance. Lady Blackwood planait à proximité, visiblement déchirée entre la fierté qu'une personne aussi exaltée ait franchi leur seuil, et la terreur que cette visite,
signalent une nouvelle catastrophe sur le point de leur arriver. La douairière ne perdit pas de temps en politesse, congédiant Lady Blackwood d'un geste royal avant de fixer Eleanor d'un regard pénétrant qui semblait dépouillé de toute prétention, de tout artifice social, la laissant se sentir totalement exposée devant cette femme redoutable. « Alors, » déclara la duchesse d'un ton qui suggérait qu'elle était habituée à une obéissance immédiate, « vous êtes la femme assez courageuse pour sauver mon petit-fils d'un mariage sans amour. » L'évaluation inattendue priva momentanément Eleanor de la parole, ses excuses soigneusement préparées mourant sur ses lèvres alors que la douairière continuait, son accent aristocratique net alors qu'elle informait Eleanor que James la cherchait depuis qu'il avait découvert sa note, qu'il avait refusé toutes les tentatives de réconciliation avec sa famille ou les Pembroke, et que le garçon insensé se révélait remarquablement têtu dans toute cette affaire. Eleanor parvint à balbutier qu'elle n'avait cherché qu'à empêcher sa ruine complète, ce à quoi la douairière répondit par un court éclat de rire totalement en désaccord avec son apparence digne, informant sa jeune compagne que les Westmoreland avaient survécu à des scandales bien pires qu'une rupture de fiançailles, y compris son propre mariage 60 ans auparavant. Avec une franchise surprenante, la vieille femme révéla qu'elle avait elle-même épousé le 5e duc par amour contre la volonté de sa famille, choisissant un second fils aux perspectives incertaines, plutôt que le riche marquis choisi par ses parents, et que malgré le scandale qui s'en était suivi, malgré le fait d'avoir été temporairement chassée de la société, elle n'avait jamais, pas un seul instant, regretté d'avoir suivi son cœur. Les années de bonheur qu'elle avait partagées avec son Harry avaient valu chaque murmure, chaque porte fermée, chaque remarque cinglante, déclara-t-elle. Et elle serait damnée si elle laissait son petit-fils sacrifier sa chance d'un bonheur similaire à cause d'une jeune fille mièvre choisie pour sa dot et sa lignée plutôt que pour son caractère. Se levant avec une grâce remarquable pour une femme de son âge, la douairière annonça son intention de parrainer Eleanor, de l'accueillir publiquement dans la famille Westmoreland sans se soucier de ce que les autres pourraient dire, et d'organiser un petit dîner la semaine suivante où James et Eleanor pourraient se retrouver sans interférence, son ton indiquant clairement qu'elle n'attendait aucune discussion de la part de quiconque, et encore moins de la jeune femme qui avait d'une manière ou d'une autre capturé le cœur de son petit-fils. La duchesse douairière était partie depuis moins d'une heure, laissant Eleanor dans un état d'espoir perplexe, lorsque le son de voix forte dans le hall d'entrée attira son attention de la lettre qu'elle était en train de composer à sa tante à Bath. Elle reconnut immédiatement le ton furieux de son frère, suivi d'une autre voix qui fit battre son cœur malgré ses meilleures intentions, une voix qu'elle s'était résignée à ne plus jamais entendre. Se déplaçant rapidement vers le palier, elle regarda en bas pour voir James Westmoreland lui-même se tenant dans le foyer, la pluie assombrissant son grand manteau alors que son frère Charles tentait de lui bloquer physiquement le passage dans l'escalier, insistant sur le fait qu'aucun membre de la famille Westmoreland n'était le bienvenu dans leur maison après la disgrâce qui leur avait été infligée. James sembla totalement impassible face à cette hostilité, sa voix égale mais ferme, alors qu'il informait Charles Blackwood qu'il verrait Eleanor quel que soit l'obstacle, qu'il avait respecté ses souhaits en lui accordant une semaine de solitude mais n'attendrait plus, et que Charles était libre de convoquer les autorités s'il le souhaitait, mais devait être préparé au scandale supplémentaire qu'une telle action engendrerait. Eleanor descendit les escaliers avec autant de calme que ses membres tremblants le lui permettaient, ordonnant à son frère avec une douce autorité qu'elle recevrait. Son Altesse dans le salon, sa décision apparemment finale malgré les protestations continues de Charles sur la loyauté familiale et la vulnérabilité féminine. Une fois seul avec James, les murs soigneusement construits. De la résolution d'Eleanor commencèrent à s'effriter à la vue de lui debout devant le modeste foyer, sa grande silhouette faisant paraître la pièce familière plus petite, ses yeux bleus brûlant d'une intensité qui lui coupa le souffle. Sans préambule, James traversa l'espace entre eux en 3 enjambées décisives,
puis l'étonna complètement en s'agenouillant devant elle, prenant sa main froide dans la sienne chaude, alors qu'il sortait une petite boîte de velours de la poche de son gilet. À l'intérieur se nichait une bague d'une beauté exceptionnelle, une émeraude entourée de diamants, dans une monture ancienne, qu'Eleanor reconnut instantanément comme appartenant à la duchesse douairière elle-même, la femme même qui avait quitté sa maison si récemment. James parla sans hésitation. Sa voix ferme, alors qu'il déclarait qu'il aurait dû faire cela il y a des années, qu'il avait perdu un temps précieux à essayer d'être le duc que tout le monde attendait, plutôt que l'homme que son cœur l'exhortait à être, qu'il l'avait cherché depuis qu'il avait découvert sa note, refusant d'accepter son sacrifice, aussi noblement intentionné soit-il. Il rejeta les préoccupations qui avaient motivé son départ, l'informant que sa grand-mère avait promis son soutien, que sa fortune était principalement la sienne, plutôt qu'attachée au titre, et plus important encore, qu'il ne se souciait nullement de l'opinion de la société comparée à la perspective d'une vie sans elle. La proposition flottait entre eux, sincère et sans ambiguïté, alors qu'Eleanor se tenait momentanément figée par l'ampleur du choix qui s'offrait à elle. Sachant qu'accepter signifierait affronter un scandale continu, mais incapable de nier l'amour qu'il avait soutenu à travers des années de désirs silencieux, maintenant offert ouvertement par le seul homme qui avait jamais tenu son cœur. La duchesse douairière de Westmoreland transforma sa résidence londonienne en un spectacle de magnificence pour le premier grand bal de la saison d'automne, des lustres en cristal embrasés de centaines de bougies illuminant des salles de réception décorées de fleurs de serre et desservies par des laquais en grande livrée. La société avait bruissé pendant des semaines à propos de l'invitation sans précédent qui nommait Lady Eleanor Blackwood et le duc de Westmoreland comme invités d'honneur de la formidable douairière. Forçant l'élite de Londres à choisir entre snober l'une des femmes les plus puissantes d'Angleterre ou accepter tacitement le couple dont le scandale avait dominé les conversations de salon tout au long de l'été. Eleanor entra dans la grande salle de bal au bras de James, sa robe de soie saphir profonde complétant les émeraudes de Westmoreland qui ornaient maintenant sa gorge et ses poignets, symbole tangible de l'approbation de la douairière. Le silence initial qui accueillit leur apparition fit progressivement place à des murmures de curiosité, alors que la vieille duchesse menait personnellement Eleanor à travers la file d'attente, la présentant avec une emphase marquée comme « la fiancée de mon petit-fils » à chaque invité arrivant, son regard glacial réduisant au silence quiconque aurait pu envisager de refuser la main de la jeune femme. James resta constamment aux côtés d'Eleanor, sa main protectrice au creux de son dos, alors qu'il naviguait dans les courants sociaux complexes, répondant au hochement de tête froid avec une courtoisie parfaite et à la chaleur authentique avec une gratitude évidente. Le moment vraiment étonnant arriva au milieu de la soirée lorsque Lady Sophia Pembroke elle-même apparut au bras de Lord Branwell, fils du duc de Sutherland, une bague en diamant bien en vue sur sa main gantée, annonçant leur fiançailles à peine 6 semaines après son humiliation publique. Les deux femmes se retrouvèrent inévitablement face à face à côté de la table des rafraîchissements, un moment de tension qui se propagea parmi les observateurs proches, comme le vent dans un champ de blé. Eleanor parla la première, sa voix portant juste assez loin pour que les plus proches l'entendent, alors qu'elle souhaitait à Lady Sophia un bonheur sincère, exprimant l'espoir qu'elle puisse trouver la joie qui vient d'une véritable connexion plutôt que d'une simple alliance avantageuse. L'expression de Lady Sophia trahit une confusion momentanée. Avant de se figer dans une amabilité sociale étudiée, sa réponse gracieuse, bien qu'un peu cassante alors qu'elle acceptait les bons vœux d'un signe de tête, avant de laisser Lord Branwell la conduire vers la piste de danse. Au moment où l'orchestre entama la dernière valse de la soirée, une transformation subtile mais significative s'était produite dans la salle de bal. Le gel initial s'étant dégelé en quelque chose approchant une interaction sociale normale, alors que les matrones influentes, qui suivaient l'exemple de la douairière,
invitaient Eleanor dans leur cercle, et que les gentlemen qui respectaient James au-delà de son titre l'engageaient dans des conversations sur des questions parlementaires plutôt que sur le scandale. Alors que James guidait Eleanor dans les pas élégants de la valse, le cœur léger d'un espoir prudent, elle comprit que si certaines portes pourraient leur rester à jamais fermées, beaucoup d'autres commençaient à s'ouvrir, la société acceptant progressivement ce qu'elle ne pouvait changer. Leur chemin à venir n'étant pas sans obstacle, mais de plus en plus navigable grâce à l'allié inattendu qui les observait maintenant, avec une satisfaction évidente depuis son fauteuil aux allures de trône à la tête de la salle de bal. Le mariage du duc de Westmoreland et de Lady Eleanor Blackwood eut lieu à l'aube sur Westmore Hall, le domaine de campagne de la duchesse douairière dans le Hampshire, à moins de 5 milles des prairies où ils avaient joué enfants. Pas de grande cathédrale avec des centaines de témoins aristocratiques, pas de décorations élaborées, ni de processions formelles, seulement l'ancienne chapelle en pierre sur le domaine, illuminée par les premiers rayons dorés du matin filtrant à travers des vitraux qui avaient été témoins des mariages de Westmoreland depuis des générations. Des roses des jardins ducaux ornaient le petit espace, leur parfum se mêlant à la cire d'abeilles des bougies, alors que le rassemblement intime de vrais amis et d'alliés fidèles prenait place dans les bancs sans chaîne, un contraste saisissant avec le spectacle mondain qui s'était terminé en scandale des mois auparavant. La duchesse douairière présidait comme une monarque bienveillante depuis le premier banc, son allure royale adoucie par une satisfaction évidente, alors qu'elle regardait son petit-fils se tenir devant l'autel, attendant sa fiancée. Eleanor apparut à l'entrée au bras de son frère, Charles Blackwood s'étant finalement réconcilié avec le mariage après avoir été témoin de la profondeur du bonheur de sa sœur. Sa robe de soie ivoire bien plus simple que celle de Lady Sophia, mais d'une manière ou d'une autre plus radieuse sur sa peau éclatante. Aucun diamant de Richmond n'ornait sa gorge, seulement un simple rang de perles de Westmoreland, un cadeau de la douairière ce matin-là et symbole de son acceptation complète dans la famille. La cérémonie se déroula sans la formalité rigide qui avait caractérisé le mariage avorté de la cathédrale, les paroles anciennes prononcées avec une émotion sincère plutôt qu'une précision étudiée, les vœux échangés non pas comme des contrats sociaux, mais comme des promesses sincères entre deux personnes qui avaient surmonté des obstacles extraordinaires pour se tenir ensemble. Lorsque James prononça son vœu personnel, sa voix porta dans toute la petite chapelle avec une certitude inébranlable alors qu'il reconnaissait qu'il l'avait presque perdu à cause de la peur et des conventions, qu'il avait presque sacrifié le vrai bonheur pour le devoir et les attentes, mais qu'il passerait chaque jour de sa vie à s'assurer qu'elle ne doute plus jamais de son amour. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Eleanor alors qu'elle répondait avec sa propre promesse de se tenir à ses côtés à travers tous les défis à venir, d'affronter le jugement de la société ensemble plutôt que séparément, de chérir le lien qu'ils avaient nourri depuis l'enfance par-dessus toutes les considérations mondaines. Alors que le soleil du matin se levait complètement au-dessus de l'horizon, baignant la chapelle d'une lumière multicolore à travers les anciens vitraux, le vicaire les déclara mari et femme, une déclaration accueillie avec une joie sincère par le petit rassemblement plutôt que l'approbation polie qui aurait salué un mariage plus conventionnel. Main dans la main, le nouveau duc et la nouvelle duchesse de Westmoreland descendirent la courte allée et sortirent dans la matinée dorée, où la campagne du Hampshire s'étendait devant eux, le paysage de leur enfance commune étant maintenant le décor de leur avenir commun, leur triomphe sur les attentes de la société complète, alors qu'ils choisissaient un amour authentique plutôt qu'un devoir prescrit, une connexion sincère plutôt qu'une alliance avantageuse. Le printemps peignit Westmore Hall de couleurs vives. Les jardins à la française entourant l'ancien manoir éclatant d'une profusion de fleurs comme si la nature elle-même célébrait le triomphe de l'amour sur la convention qui s'était déroulée en ces lieux. Un an après leur mariage à l'aube dans la chapelle du domaine,
Le duc et la duchesse de Westmoreland organisèrent un rassemblement intime des amis et de la famille, qui les avaient fermement soutenus à travers le scandale et l'incertitude, leur loyauté maintenant récompensée par l'hospitalité chaleureuse d'un couple dont le bonheur rayonnait de chaque regard, chaque contact, chaque sourire partagé. La société avait progressivement accepté ce qu'elle ne pouvait changer, le scandale s'estompant alors que des on-dit plus récents et plus choquants captaient l'attention des commères de salon. Les invitations aux événements les plus prestigieux arrivant de nouveau à Westmore Hall, bien que le duc et la duchesse choisissent soigneusement ceux qu'ils honoreraient de leur présence. Eleanor se déplaçait parmi leurs invités avec une grâce sereine, sa simple robe de soie verte printemps complétant l'éclat de sa maternité imminente, une main reposant souvent protectrice sur le doux gonflement de son abdomen où l'héritier de Westmoreland se renforçait chaque jour. La duchesse douairière observait depuis son banc de jardin préféré avec une satisfaction évidente, recevant les félicitations des invités qui reconnaissaient sa prévoyance en soutenant le mariage qui avait scandalisé Londres, mais qui produisait maintenant la continuation de la lignée familiale. Alors que le crépuscule descendait sur le rassemblement, jetant de longues ombres sur la pelouse où ils avaient joué enfant, James guida Eleanor vers la petite roseraie qui avait été sa retraite préférée depuis qu'elle avait pris résidence à Westmore Hall. Parmi les fleurs épanouies, dont le parfum embaumait l'air du soir, il la prit dans ses bras, son expression tendre alors qu'il plaçait sa main à côté de la sienne sur leur enfant à naître. D'un ton bas destiné à ses seules oreilles, il avoua qu'il remerciait Dieu chaque jour pour la pluie qui avait lavé son aveuglement ce jour-là à la cathédrale, la tempête qui avait révélé ce qui comptait vraiment au-delà du devoir et des attentes. Eleanor s'appuya contre sa force solide, réfléchissant avec émerveillement à la façon dont le moment de sa plus grande douleur, sanglotant sous la pluie devant son mariage, avait finalement conduit à sa plus grande joie, comme si l'univers avait exigé ce creuset de souffrance pour forger le bonheur qu'ils partageaient maintenant. De leur position dans la roseraie, ils pouvaient voir leurs amis réunis lever leurs verres pour porter un toast sur la terrasse, des alliés fidèles qui avaient traversé la tempête à leur côté. Tandis qu'au-delà des limites du domaine se trouvait la société qui avait failli les détruire, mais qui acceptait maintenant à contre-cœur leur union. Le soleil couchant jeta une lueur dorée sur Westmore Hall, alors que James se penchait pour embrasser sa femme, le duc et la duchesse se tenant ensemble au milieu des roses en fleurs, leur défi à la convention justifié par la profondeur de leur connexion et la nouvelle vie qui les rejoindrait bientôt. Preuve finale que le véritable amour pouvait en effet triompher des attentes rigides de leur monde.